Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de décryptage 360. Clôture de l'immersion patriotique obligatoire, 65 000 bacheliers formés aux valeurs de patriotisme et de service à la nation. Puis en Guinée, 173 militaires radiés pour désertion. Faut-il s'inquiéter pour la sécurité du pays? Voici les deux sujets que nous analyserons ce soir. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau le camarade Simon Kaboré, analyste politique. Bonsoir et bienvenue, camarade. Bonsoir, camarade. Alors, premier sujet, lancé le 28 juillet 2026, la deuxième promotion de l'immersion patriotique obligatoire a concerné 65 000 nouveaux bacheliers à travers le Burkina Faso. Pendant un mois, ces jeunes ont été formés au patriotisme, à la discipline, au civisme et au service à la nation. L'initiative s'est achevée ce 27 août avec une cérémonie de clôture placée sous le haut patronage du chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Camarade, pour venir à vous, 65 000 jeunes ont été formés sur le patriotisme et dans la discipline militaire. Votre avis sur cette immersion? Ok, l'immersion patriotique, c'est un peu comme beaucoup de gens l'ont dit dans les interviews, dans la presse. C'est vraiment quelque chose qui était réellement indispensable vu le niveau où notre pays était arrivé. En rappel, dans l'histoire du Burkina, il faut savoir qu'on a eu un vrai pic de patriotisme au moment de la révolution RDP, qui a été stoppé le 15 octobre 1987. Et immédiatement après, la stratégie qui était mise en place, c'était plutôt de détourner le sentiment des gens de ce patriotisme, de cultiver le laisser-aller, le chacun pour soi. Donc, pendant plus de 30 ans, nous avons évolué effectivement dans l'ambiance où c'est chacun pour soi, le bien public ne compte pas. Et le patriotisme était devenu comme un élément ridicule. Quand tu prononçais, tu disais que tu étais patriote, tu étais la risée de ceux qui t'écoutent parce que ça n'existait pas. Pour un pays qui veut se reconstruire alors, je pense que c'était très, très essentiel de retravailler effectivement les esprits et restaurer effectivement ce sentiment de patriotisme. Et il y avait mieux que effectivement la jeunesse ou qu'il faut mettre en branle parce que ce n'est pas des choses qui changent du jour au lendemain, mais avec la jeunesse, on va pouvoir effectivement au fur et à mesure réinstaurer effectivement ce patriotisme-là dans les années à venir et soutenir vraiment la nouvelle dynamique que nous avons entrepris. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très capital dans la RPP et on se réjouit de tout ce qu'il y a comme moyen mis en œuvre pour effectivement réussir cette activité. Mais quel est l'objectif alors de cette immersion, d'avoir instauré cette immersion, surtout pour la jeunesse? Je pense que les objectifs sont nombreux, mais je peux résumer ça en deux qui sont assez significatifs. Il y a, comme je l'ai dit premièrement, la culture patriotique qu'il faut restaurer. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes souverain avec un peuple qui n'adhère pas à la défense primordiale de la patrie. Donc, il faut nécessairement ça. C'est avec le patriotisme que chacun de nous va travailler pour le bien de la patrie. Chacun de nous va beaucoup plus militer pour l'intérêt général. Chacun de nous va défendre le Burkina face aux différentes agressions. Et c'est comme ça aussi qu'on va réduire au maximum les possibilités de trahison. Parce que quand on voit tout ce qui a été signé comme accord et comment les intérêts du Burkina ont été bradés, il n'y a pas eu de sentiment patriotique parmi ceux qui ont négocié ces contrats, parmi ceux qui ont signé ces contrats. Donc, déjà, le gros enjeu, c'est ça. Il y a un autre enjeu très stratégique. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Burkina, il y a un certain système qui ne se nomme pas forcément aussi aisément, mais qui évolue comme un hydre à plusieurs têtes et qui joue au faiseur du roi au Burkina. Depuis, effectivement, des décennies, ce système-là existe, a opté pour la clandestinité,
tout en ayant des organes visibles qui manœuvrent. Et ce système est très présent dans le milieu estudiantin, dans le milieu des travailleurs, qui prennent un peu en otage, en réalité, les acteurs politiques visibles que nous voyons. Et c'est pour ça que vous voyez que très souvent, quand on veut troubler le pays, c'est à travers les organisations estudiantines à l'université, c'est à travers le milieu du travail et les syndicats. Ce tigre qui est en place s'est construit au fil des années, en travaillant sur des mentalités, en travaillant sur des idéologies. Pour pouvoir l'enlever, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut que les nouveaux étudiants, cette nouvelle jeunesse qui rentre dans la vie active, soit déjà armée en termes d'idéologie, en termes de discipline, en termes de la défense de la patrie, pour résister à ce système qui est en place et qui les détourne en faveur de lobbies qui visent des intérêts privés. Donc, pour nous, l'immersion patriotique est une thérapie contre cette gangrène qui existe et qui fait que vous avez vu très souvent la multiplication des grèves au niveau des universités, les marches, les actions violentes. C'est cette gangrène-là qui est là. Et on est pratiquement convaincu que ce nouveau type d'étudiants qui sortis des immersions patriotiques ne se laisseront pas avoir. Et plus tard, quand ils vont devenir des fonctionnaires, ils ne vont plus être manipulables comme beaucoup l'ont été par ce système à travers certains syndicats. Donc pour moi, voilà deux gros objectifs de l'immersion patriotique qui fait qu'effectivement nous devons tous militer pour sa pérennité. Ce qui veut dire que c'est très important de commencer très tôt avec la jeunesse. Durant cette immersion, on a pu constater beaucoup d'enthousiasme, de joie et de fierté chez les participants. Est-ce que c'est le signe d'une adhésion? C'est le signe d'une adhésion. Beaucoup le disent. Hein. Et c'est vrai que les gens l'ont dit à la télé. On peut dire oui, c'est parce qu'il y a les caméras, c'est parce qu'il y a le micro qui le disent. Mais en off, on connaît, on a des jeunes qui sont pratiquement nos enfants, qui nous témoignent cela. Voilà, effectivement, quand ils partaient, ils avaient la peur au ventre, et ils sentaient une certaine injustice et tout. Au début, ce n'était pas effectivement évident, mais ils ont dit que par fini, ils ont découvert beaucoup de potentiel en eux qu'ils ignoraient. Et ils se disaient, moi je ne peux pas me réveiller tôt, je ne peux pas me lever brusquement faire des choses, je ne peux pas courir tant de trucs. Mais ils disent que, en fin de compte, ils se sont rendus compte que leur corps s'est adapté. Ils se sont découverts beaucoup de potentiel. Dans leur détermination aussi, ils ont tout, beaucoup te disent qu'ils sentent qu'ils n'étaient pas aussi déterminés que ça pour réussir dans la vie. Et qu'il y a une nouvelle volonté de réussir qui est née en eux. Et je pense que c'est vraiment ça, aussi bien chez les participants, les élèves, que aussi bien chez les parents, cette satisfaction transparaît. Alors, pour clore ce premier thème, on peut être rassuré de la relève révolutionnaire alors? Oui, je pense qu'on peut être fier. On a vu les slams qui ont été prononcés, on a vu beaucoup de témoignages et on peut se dire que la relève est assurée. Merci. Merci camarades. À présent, nous allons nous intéresser à notre deuxième sujet. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya renverse Alpha Condé et prend les commandes de la Guinée à la tête du comité national du Rassemblement pour le développement, présenté initialement comme le dirigeant d'une transition devant ramener le pays à l'ordre constitutionnel. Le général va finalement franchir une étape supplémentaire, devenir président élu. Une nouvelle constitution adoptée en 2025 lui ouvre la voie à la candidature. Le 28 décembre 2025, il remporta l'élection présidentielle avec 86,72% des suffrages exprimés.
En février-mars 2026, Mamadi Doumbouya a passé environ 3 semaines hors du pays. En août, il s'est rendu en Grèce pour des vacances annuelles d'environ 2 semaines. Quelques jours après son retour, le président guinéen a frappé fort dans les rangs de l'armée. Le 24 août 2026, 173 militaires ont été radiés pour désertion. Parmi eux figure le commandant Michel Lama qui avait participé à l'arrestation d'Alpha Condé lors du coup d'État de 2021. Quelle analyse faites-vous? Qu'est-ce qui se passe vraiment en Guinée? J'avoue que la situation en Guinée n'est pas aussi lisible que ça. Quand vous voyez un peu les derniers événements que vous avez évoqués, on a vu comment il y a eu tout un protocole autour du départ du président et en vacances avec une déclaration des militaires à la télé nationale pour assurer de la fidélité de l'armée. On a vu effectivement des images du président qui va en vacances. Pour le revoir revenir 2 semaines après, bon, on se dit il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme prévu. Donc, et c'est difficile d'avoir des éléments de lecture. Mais maintenant, par rapport effectivement à ces 173 militaires, la question c'est de savoir est-ce que ça montre qu'il y a une rébellion qui va bientôt se créer, comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas aussi systématiquement qu'on peut conclure à ça, parce que le communiqué que nous avons eu n'a pas dit exactement la désertion, est-ce que ça concerne une période donnée ou bien c'est une désertion étalée dans le temps qu'on a régularisé. La nuance, c'est quoi? Si effectivement c'est une désertion limitée dans le temps, par exemple, si on dit c'est depuis l'arrivée du président Doumbouya qu'il y a eu cette désertion, ça veut dire qu'effectivement, il y a un mal profond, il y a une certaine rébellion au sein de l'armée. Mais si ce sont des cas qui remontent peut-être jusqu'à Alpha Condé, en Véna, bon, c'est juste, ça peut être aussi juste une régularisation administrative de cas qui sont passés. Donc, en fonction de la période concernée par cette désertion, ça impacte l'analyse que l'on peut faire. À ce stade, on n'a pas les éléments nécessaires pour dire est-ce que c'est récent, ce sont des désertions récentes, ou bien ce sont des désertions cumulées pendant une longue période. Qu'à cela ne tienne, le fait que le commandant Michel Lama soit effectivement concerné, c'est ça qui interpelle aussi. Parce qu'on s'est dit, s'il a été au premier rang pratiquement du coup d'État avec Doumbouya, et qu'aujourd'hui il a déserté, en tout cas, ce qui est sûr, il y a un malaise. Maintenant, est-ce que ce malaise a une ampleur qui a atteint un niveau où effectivement il faut craindre pour la stabilité de la Guinée? Ce n'est pas forcément aussi automatique que ça. Concernant ces absences, certaines rumeurs vont jusqu'à évoquer des tentatives d'empoisonnement. Est-ce que... Vous savez, les empoisonnements, je l'ai constaté, c'est une réalité partout en Afrique. J'ai fait beaucoup de pays africains, mais quand tu causes toujours dans des milieux politiques, même dans la vie sociale comme ça, il y a toujours la possibilité qu'on t'empoisonne. Il faut faire attention avec qui tu bois la bière. Voilà. Donc, c'est assez fréquent. Donc, c'est pas forcément exclu. Mais le cas de la Guinée aussi, quelque chose que je tiens à préciser aussi, c'est que le cas de la Guinée a connu une grande période de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, qui fait qu'aujourd'hui, la fonction publique guinéenne fonctionne beaucoup avec de faux chiffres. J'ai eu l'honneur de travailler beaucoup en Guinée et j'ai souvent écouté certaines choses qu'on me dit. Il y a une période en Guinée où quand on veut corrompre un opposant politique, on veut l'amener à rejoindre le parti au pouvoir, on peut lui proposer, écoute, on va te faire rentrer dans la fonction publique avec 10 salaires, 15 salaires ou 20 salaires. Ça veut dire qu'on te fait rentrer dans la fonction publique, tu deviens agent de l'État, mais tu n'as pas un seul salaire. On crée 10, 15 ou 20
fois d'autres fonctionnaires fictifs, et c'est toi qui touches leur salaire. Donc, vous imaginez, ça veut dire que dans le fichier des agents, des agents publics en Guinée, il y a peut-être qu'il y a 10 fois moins ou 15 fois moins d'argent que ce qui est dans les textes. Dans ce cas, si par exemple aujourd'hui, Doumbouya décide d'assainir effectivement le fichier des agents publics, peut-être qu'il va licencier des milliers d'agents, mais qui sont en réalité des agents fictifs. Donc, dans le cas d'espèce, on n'est même pas sûr que parmi les 173, parce que si globalement la fonction publique est comme ça, il ne faut pas être étonné que dans l'armée également ce soit le cas. Donc, oui, même parce qu'il n'y a pas eu que des militaires, il y a aussi eu des ministres. Voilà. Aussi. Oui. Donc, est-ce que dans les 173, c'est forcément même des gens qui existent réellement, ou bien il y a des furtifs dedans? Bon, il faut le savoir. Ce qui fait que le phénomène n'est pas forcément, même si je n'exclus pas le signe d'un malaise, ce n'est pas forcément quelque chose qui est aussi alarmant. Pour terminer rapidement, est-ce qu'après cette radiation, Doumbouya peut dormir tranquille? Je pense qu'il y a longtemps qu'il ne dort pas tranquille. Je pense qu'avant cela, déjà, il ne dormait pas tranquille parce qu'on a vu depuis qu'il a pris le pouvoir, il a fallu d'abord neutraliser effectivement l'opposition parce qu'il y avait beaucoup de manifestations. Après cela, il y a déjà eu quand même aussi des tentatives de coup d'État qui ont été neutralisées. Après cela, il y a sa maladie et ainsi de suite. Il y a ses vacances ratées et tout. Je pense qu'il y a depuis qu'il a pris le pouvoir, je ne suis pas sûr qu'il dort tranquille. Donc, ce n'est pas encore rassurant. C'est pas encore rassurant. D'accord. Du Burkina Faso à la Guinée, deux actualités mettent en lumière deux enjeux majeurs. La formation d'une jeunesse engagée pour la nation et la stabilité des institutions au Burkina Faso. L'enjeu est désormais de transformer l'enthousiasme des jeunes en engagement concret. En Guinée, l'évolution de la situation politique et militaire reste à suivre avec attention. Camarade Simon Kaboré, analyste politique, merci pour vos analyses. Merci pour vous pour l'invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Décryptage à 360 sur Kaziba TV.